Merci Ahmed d'avoir raccourci le CV parce que l'aurais-tu fait autrement que j'aurais été définitivement installé dans cette salle dans le statut d'acteur et de témoin, puisque la plupart des événements dont nous avons parlé, j'ai l'immense privilège d'avoir été un acteur et un témoin. Que ce soit le Maghreb depuis le CPCM, et que ce soit l'accord d'association, et je peux dire que le Maroc, avec je dis toujours nos frères espagnols, parce que je n'oubliais pas la fraternité de sang avec l'Espagne, ont été les complices qui ont commencé à discuter de cela en 1983, avant que l'Espagne n'adhère à l'Union européenne. Et c'est précisément en octobre 1983, à Bruxelles, qu'on a eu les premières discussions, le jour même où la communauté européenne de l'époque avait décidé d'admettre l'Espagne à travers la fameuse transition en 2 étapes. Je rappelle au président Felipe une négociation terrible et dramatique pour l'Espagne, conduite par un éminent ambassadeur italien, M. Calamia, dont des souvenirs, je crois, que nous partageons tous. Et sur la globalisation, il est vrai que j'étais à la fois témoin et acteur, et je pense que ce qui a dominé cette rencontre, c'est essentiellement une sorte de débat intellectuel autour des mérites de la globalisation et de l'intégration régionale. Si je devais résumer l'ensemble des propos, y compris ceux de cet après-midi qui étaient merveilleux, et qui font que ma tâche sera encore plus difficile, puisque je ne pourrai jamais être aussi éloquent que l'ont été les illustres orateurs qui m'ont précédé. Alors je vais faire de mieux, et la meilleure façon de le faire, c'est peut-être de le faire en tant que libre penseur, parce qu'après tout, on parle de 2030, je ne sais pas si je serai là en 2030. Le meilleur exercice que je pourrais faire, c'est de la prophétie ou de la futurologie personnelle. Donc je m'y engage avec beaucoup de plaisir. Donc j'ai retenu de ces 2 jours que la globalisation n'est pas un mal en soi. En fait, elle est même nécessaire, parce que c'est par là que nous pourrions acquérir les ressources technologiques qui nous sont nécessaires. C'est par là que nous pourrions accéder aux marchés qui nous font défaut, et notamment les marchés qui nous intéressent. Et j'espère qu'on aura plus de génie dans notre future négociation avec le monde et avec l'Europe, pour que là où notre avantage compétitif demeurera encore pendant une bonne partie de ces 27 ans qui nous séparent, ou 23 ans, pardon, qui nous séparent dès 2030, c'est-à-dire dans le domaine agricole. Et qu'on pourra, grâce à une meilleure ouverture des marchés naturels qui nous sont destinés par, je dirais, la culture, la géographie, etc., nous permettre d'accélérer la mise à niveau du monde rural et de gérer plus facilement l'inexorable urbanisation du Maroc qui se produira d'ici 2030. J'ai retenu aussi que l'intégration régionale est nécessaire. Il y a beaucoup d'études qui démontrent effectivement que c'est un accélérateur de croissance et que si on fait le Maghreb tout de suite, à l'horizon 2030, on va améliorer nos scores respectifs en termes de croissance, etc., et de développement humain d'un facteur, selon les pays compris, entre 0,6 et 0,7, c'est-à-dire 60-70%. Mais il y a d'autres modèles, tout aussi valables, tout aussi pertinents, qui démontrent que sans le Maghreb et sans l'intégration maghrébine, moyennant des politiques alternatives, on peut atteindre des résultats au moins meilleurs. Je dis bien au moins meilleurs. Et par conséquent, ce n'est pas une nécessité absolue, contrairement à ce que nous avons toujours défendu sur le plan économique, je l'entends. On peut faire un parcours tout à fait indépendant de ce projet mythologique du Maghreb, sans souffrir démesurément, je dirais, des conséquences systémiques du non-Maghreb pour les différents acteurs à titre national ou individuel. Parce que si je prends le délai qui a été mis pour construire les documents juridiques, parce que de toute façon on ne va pas réinventer la Lune, les conditions d'intégration sont normalisées à niveau international, l'article 24 du GATT est d'une clarté limpide, nous n'avons rien inventé, nous avons même des contraintes et des disciplines à observer au plan bilatéral et multilatéral pour que le processus d'intégration soit licite et orthodoxe. Donc on n'a pas besoin d'études démesurées là-dessus. Mais je dois observer que depuis qu'on a commencé à négocier, la technologie a totalement changé. Totalement changé. La loi de Cooper a fonctionné 1500 fois. Lorsqu'on a commencé, la moyenne du revenu par tête du Maghreb était supérieure à la Corée du Sud, équivalente et légèrement supérieure à l'Andalousie,
je le rappelle, et que depuis, nous n'avons pas tellement progressé. Moi, je dis que ce n'est pas la faute du Maghreb ou du projet ou de la panne maghrébine. C'est le fait que nous n'étions pas préparés à attirer la quintessence de l'économie internationale, de nos avantages compétitifs, de notre génie, de notre culture. Parce qu'il y avait des facteurs systémiques, de nature politique, institutionnelle et autres, qui ont bloqué ce processus vertueux d'amélioration des fruits de la croissance et de la croissance elle-même. Et il y a aujourd'hui une théorie extrêmement puissante qui est en train de... D'ailleurs, elle était omniprésente un petit peu dans certaines interventions, qui a un certain nombre de leaders, dont Roderick, je le cite à toutes fins utiles, qui a une dent contre les processus d'ajustement structurel basés sur l'ouverture des marchés, basés sur, disons, l'introduction d'une économie nationale dans le marché globalisé, et qui démontre que ça n'a pas donné des résultats extraordinaires. Et il prend comme base d'analyse l'Amérique latine pour montrer que si on prend l'ensemble de l'Amérique latine, les performances moyennes macroéconomiques de l'Amérique latine sont meilleures dans la période des années 60-70 où la politique des imports-substitutions était la règle, et qu'en dehors de 2 ou 3 pays, dont le Chili, il n'y a pas eu finalement un extraordinaire saut quantitatif et qualitatif de la croissance en Amérique latine. Et on prend comme contre-exemple la Chine et l'Inde, qui n'ont pas du tout appliqué le consensus de Washington d'une manière orthodoxe, qui ont joué avec l'ensemble des disciplines internationalement acceptées et universellement reconnues, et qui ont fait un mix de leur génie, de leur production, et qui a donné sur le moyen et long terme des résultats beaucoup plus patents, et tout le monde en parle, et pour cause, que ne l'a été la performance de ceux qui se sont contentés d'ouvrir le marché, d'évaluer, etc., etc. Et la conclusion est qu'il y a des conditions systémiques absolument préalables qui ne sont pas négociables et qui s'imposent à toute espèce de tentative de réforme, d'ouverture et de mise à niveau d'une nation, d'une société, d'une économie. Ces principes sont les suivants. Le premier, et en anglais, c'est garantir le droit de propriété. En français, droit romain positif, c'est l'état de droit. L'état de droit, la force de la loi, etc. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est l'adéquation entre les incitations et le coût social des incitations. Dit autrement, c'est la prise en compte de la cohésion sociale dans la distribution des fruits de la croissance. Et le troisième critère, qui n'est pas difficile à expliquer, c'est la soutenabilité de la dette. La soutenabilité de la dette, c'est bien sûr la maîtrise de l'équation macroéconomique nationale, avec toutes les variantes que nous connaissons et tous les claviers sur lesquels on peut jouer pour atteindre ce résultat qui est la soutenabilité de la dette, et qui pose évidemment ici le problème des économies qui dépendent des rentes, notamment pétrolières, dont la dette, volatile par définition, est en plus, à long terme, tout à fait insoutenable. Pour que ces 3 conditions soient remplies, pour que ces principes soient observés, il faut un leadership. Et on parle de 2030. Une chose est à peu près certaine, en tout cas Dieu prête longue vie à Sa Majesté le roi Mohammed VI, mais en 2030, le roi Mohammed VI sera là, très probablement, et même certainement. Et nous avons un recul stratégique de l'ordre de 80 à 90 ans, puisque le prince héritier aura 35-36 ans en 2030. Donc, la continuité stratégique du Maroc, c'est quasiment un siècle. Donc, leadership, et dans notre cas, c'est un atout absolument considérable. Il faut la démocratie comme moyen d'appropriation des politiques, comme moyen de répartition de la charge, de l'effort et de la réforme. On parle du coup de l'enseignement. Sans un exercice démocratique, il sera extrêmement difficile d'expliquer et de vendre aux électeurs la nécessaire facture du sacrifice qu'il faudra supporter en début de processus d'ouverture, etc. 3, il faut le développement régional, qui doit respecter, entre autres, la pluralité identitaire. 4, et c'est le plus important, il faut un immense travail de réforme du système éducatif. La grande faillite, je dirais, ou la grande panne, on peut utiliser les 2 mots, du Maghreb, c'est probablement
qu'il n'a pas réussi son système d'éducation. L'aurait-il réussi qu'il aurait créé les pressions populaires nécessaires pour imposer le projet maghrébin? Aurait-il réussi ce projet d'éducation qu'on aurait des livres d'histoire plus conformes aux objectifs stratégiques légitimes qui se cachent derrière le projet maghrébin? Le problème de ces formules, de ces recettes, de ces modèles, c'est qu'ils voyagent mal. Dans le sens où ils ne peuvent être qu'endogènes. Le modèle espagnol ne peut pas être transposé à l'identique au Maroc. Je ne peux pas transmettre le modèle marocain au Sénégal ou en Mauritanie. Donc il y a un vrai problème qu'on oublie, c'est qu'il faut une capacité de produire ses propres recettes, ses propres médicaments, pour gérer ses propres mutations sociales et introduire la modernité. Et si les modèles voyagent mal, la rationalité encore moins. Donc il faudrait développer des mécanismes qui permettent, outre le débat populaire national sur les options stratégiques d'un pays, des mécanismes indépendants de la gestion quotidienne des affaires publiques, qui soient un petit peu à la fois le poil à gratter, le prophète, le visionnaire, et qui alimentent le débat avec des ingrédients non politiciens, et qui mettent les politiques devant des responsabilités, devant des processus d'évaluation démocratique, et qui soient les vrais ingrédients de la véritable alternance, l'alternance de projet, et non pas de personnel. Alors, ayant dit cela, ayant évalué, je dirais, les différentes contributions sur la situation régionale, pour le Maroc de 2030, qui démarrerait à partir du 7 septembre prochain, date des élections législatives, je vois deux options. La première option, c'est un Maghreb à géométrie variable ou un Maghreb à la carte, c'est-à-dire, prenant acte de la remarque pertinente et combien symbolique du président Felipe González, puisque la frontière est fermée, si la montagne ne vient pas à toi, faisons avec la Tunisie, avec la Libye, avec la Mauritanie, un projet en attendant que l'Algérie soit prête. C'est une formule. Elle serait réalisable et faisable si, bien sûr, il y a consensus de ces 3, 4 ou 2 acteurs autour d'un corpus de valeurs communes que Siad Louahadradi a développé et sur lesquelles je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mais la mécanique qui produirait cette intégration régionale à 2, 3 ou 4 ne serait pas nécessairement celle que nous avions utilisée lors du fonctionnement du CPCM, Comité permanent consultatif maghrébin, ou, je dirais, au sein de l'UMA, pour avoir personnellement négocié l'essentiel des accords qui ont été signés. Et je peux même dire, de toute façon il y a prescription, que l'accord qui a défini les principes de création d'une zone de libre-échange est de ma production littéraire du début à la fin. Quand on le relit, on comprend qu'entre les lignes, la grande exigence, c'est l'état de droit. C'est la préservation des conditions d'une concurrence équitable. Il a été abordé heureusement. Et sans l'observance de ces principes, on ne peut pas avancer. On pourrait avancer dans le cadre de structures sectorielles ou de projets sectoriels qui ne mettent pas en cause des choix nationaux en termes de coûts de non échangeables. Je m'explique, ça peut paraître du charabia. Si nous n'avons pas le même SMIC, la même politique sociale, le même coût social, si nous n'avons pas le même tarif d'électricité, il sera extrêmement difficile de convaincre les entreprises d'accepter l'ouverture des marchés. J'ai commencé à négocier avec la Tunisie en 1980, à l'époque de Mzali, Premier ministre. J'ai produit avec mes frères tunisiens 3 accords de libre-échange qui n'ont jamais été appliqués, pour la raison simple que les facteurs de production, le coût et les politiques nationales ne permettent pas de garantir une concurrence équitable. Et je pense qu'il était légitime que les entrepreneurs tunisiens, comme les Marocains, soient chaque fois les fossoyeurs de ces accords. Et dans les 2 semaines qui suivent leur ratification. Donc ne soyez pas surpris si les conditions objectives d'une acceptation par les forces productives des États maghrébins ne soient pas réunies. Dans le cas de l'Europe, relation Nord-Sud, nous n'avons pas du tout ce problème. Nous n'avons pas de difficulté à désarmer pour des produits que de toute façon nous ne produisons pas. Et nous ne produirons pas. Mais désarmer des choses que nous exportons tous à l'unisson à l'Europe, il y a problème. Il y a problème.
y compris pour les produits agricoles, et peut-être surtout pour les produits agricoles, compte tenu des situations historiques qu'a vécu chacun des pays maghrébins, et je pense en particulier à nos frères algériens. Alors, cette option, c'est l'option numéro 1. La deuxième option, c'est prendre fait et cause, sans complexe. Dieu dit dans le Coran, parlez des bienfaits que je vous ai donnés. Nous avons un certain nombre d'atouts qui relèvent surtout du culturel. Je prends pour argent comptant l'extraordinaire intervention de Jorge tout à l'heure au déjeuner sur l'appartenance du Maroc à la grande civilisation al-Mudékhar. Je peux aussi ajouter, mon frère sénégalais Babacar est là au fond, je ne sais pas s'il sait que les noms que portent les différents rites de l'exercice de l'islam sont berbères. Quand à Dakar on dit je vais prier le takosin, c'est-à-dire la prière de l'Asr, takosin c'est takouzin, c'est du berbère pur. L'essentiel des mots utilisés de Dakar jusqu'à Kano pour prier, etc., sont du pur berbère. Cela signifie que nos ancêtres étaient prosélytes, et c'est eux qui ont introduit l'islam. Et ils l'ont fait, ils ont installé sur les siècles des processus de complicité culturelle qu'aucune institution, aucune convention ne saura gommer. Faire fi de ce potentiel de rapprochement serait quelque part criminel. Particulièrement si nous avons, dans cette deuxième option, la clairvoyance et l'opportunisme d'affronter, je dirais, les angoisses européennes. Je ne parle pas de l'angoisse institutionnelle. Je ne parle pas de l'angoisse démographique, parce qu'à cause de la démographie, l'Europe, hélas, a de fortes chances de devenir une grande Suisse, qui va placer son argent, évidemment, dans le Trésor américain. À l'horizon 2030, ça ne changera pas beaucoup. Les plus grandes études, les plus sérieuses, montrent que malgré tous les efforts, les gains de productivité, notamment au niveau des coûts des facteurs globaux, ne changent pas considérablement. Et le rattrapage par l'Europe du niveau d'excellence américain est quasiment impossible à l'horizon 2030. Comme c'est le cas des nouveaux arrivants à l'Union européenne. Ils vont faire beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts, mais à 2030, ils ne vont pas atteindre le niveau moyen de productivité qui est enregistré dans l'Europe historique, si je puis dire. Donc partant de là, et sachant que nous avons affaire à une puissance en décroissance, et sachant que nous allons connaître le même sort à partir de 2030, nous n'aurons plus la bénédiction démographique, hélas, qui va alimenter notre taux de croissance, et il faudra le remplacer par le génie, la connaissance et le savoir. Et d'ici là, on aura fait, j'espère, les mutations qu'il faut et enlever les derniers tabous qu'il nous reste à enlever. Sous le règne de Mohammed VI, on a réussi un certain nombre de choses que peut-être nos amis étrangers ici présents ne perçoivent pas. On s'est débarrassé de beaucoup de tabous. On s'est débarrassé de l'autocensure. On parle, ce qui est déjà immense. On va réapprendre d'ailleurs à débattre. On s'est débarrassé, je dirais, de la culture des agréments. Moi, je dis le Maroc était une société d'agréments, agréments grima. On ne fait rien sans l'accord. Dans la mesure où les prochaines élections vont supprimer définitivement la rente politique, c'est-à-dire l'arrangement consensuel des résultats pour obtenir, disons, une représentation donnée du Parlement, on parle très normalement, il n'y a pas de tabou là-dessus, pour la première fois, il n'y aura pas de rente politique. Chacun se débrouillera avec ses avantages compétitifs pour enlever la plus grande partie des représentants possibles au sein de la Chambre des représentants. Et peut-être à la différence de beaucoup d'autres pays arabo-musulmans, nous n'avons pas de problème, combien même la majorité serait incarnée par les partis islamistes. On ne se pose pas ce problème, nous sommes très sereins, et Sa Majesté, je peux vous le dire, est très sereine. Bon, on sait qu'il sera très difficile de le faire, on sait qu'ils n'auront jamais le pouvoir, c'est-à-dire la majorité absolue, mais on est très à l'aise. Et c'est peut-être un point, c'est vrai, sur lequel nous avons très mal communiqué. En fait, on a communiqué à notre place des chiffres absolument fantaisistes qui ne correspondent en aucune manière aux analyses d'opinion que nous avons sur les forces des uns et des autres. Mais une certitude est là. En 2030, l'essentiel des partis que nous connaissons aujourd'hui aura disparu.
aura disparu parce que peut-être qu'ils n'ont pas fait aussi l'effort de comprendre les mutations qui se passent. Peut-être qu'ils n'ont pas assez anticipé les lames de fond dont nous sommes aujourd'hui une forme d'expression. Et sauf miracle, on aura un paysage politique totalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ma conviction profonde, c'est que le pouvoir de créativité des jeunes va s'imposer assez rapidement. Sans qu'il soit difficile d'imaginer comment fut le processus espagnol, pour avoir négocié avec l'Espagne depuis 1975, en une quinzaine d'années, j'étais frappé par le rajeunissement considérable de l'administration espagnole. Mais considérable. C'est un des éléments qui, pour moi, explique, au-delà des facteurs dont on a parlé hier, tourisme, etc., c'est l'extraordinaire ressource humaine que l'Espagne a su mobiliser et qui lui a permis, notamment en Europe, de jouer un rôle infiniment plus élevé, plus important que son poids spécifique dans le PIB européen. Et si elle n'avait pas cette dynamique, il n'y aurait pas eu le processus de Barcelone. Le processus de Barcelone, c'est Manolo Marín, c'est Javier Solana, c'est Moratinos, et c'est deux victimes du Sud, dont votre fidèle serviteur. C'est ça le processus de Barcelone. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Italie. C'est ce noyau dur qui a fait l'essentiel du travail de conception, je dirais, et de l'architecture du projet et de son contenu. C'est vrai que la Tunisie a signé avant nous, mais il n'y aurait pas eu, je parle sous le contrôle de Felipe González, et des quantités de réunions que nous avons tenues à la Trinidad. Il n'y aurait pas eu le processus de Barcelone. Et je pense que l'Espagne nous montre le chemin par rapport à ce dossier majeur qui est le rajeunissement des élites politiques et le renouvellement de ces élites, sans parler de jeunisme. Bon, il faut que j'arrive à la conclusion, c'est clair. Donc, je parlais des fonctions préjudicielles, avoir un système d'élaboration stratégique, avoir un espace politique, la culture du débat, et enfin, sur le grand dossier du Sahara, prenons la décision définitive de comprendre, d'accepter que le Maroc n'a commis aucune action illégale au Sahara. Et que, le 26 février 1976, il a résolu la problématique internationale. Et que le projet d'autonomie est un projet, bien sûr, qui respecte le principe d'autodétermination. Et je réponds un peu à l'amiral Langsad, ça se négocie d'abord avec ceux qui contestent la souveraineté du Maroc sur le Sahara, c'est-à-dire le Polisario et l'Algérie, indirectement, même si elle déclare très officiellement qu'elle n'a rien à voir dans ce dossier. Et une fois que nous sommes d'accord sur le contenu de cette autonomie, à ce moment-là, on peut effectivement le faire valider, d'abord démocratiquement, c'est-à-dire exprimer, selon les normes internationales admises, la légitimité du résultat de la négociation et le faire valider par les instances onusiennes compétentes. Mais avant d'arriver à cela, il faut que nous soyons convaincus marocains que le Sahara est une question maroco-marocaine. C'est le début de cette deuxième option, si l'on veut raisonner, par rapport à l'axe que j'ai cité ce matin, Copenhague, Dakar ou Lagos. Je pense que pour répondre à l'angoisse européenne, et je conclus là-dessus, sur l'énergie, la sécurité globale, l'immigration, etc., je pense que nous avons quelque chose à faire en promouvant une initiative, appelons-la Europe, Afrique occidentale, qui serait la première démarche d'application de coopération renforcée et qui répond à des objectifs communs, dans lesquels nous assumons chacun de notre côté nos responsabilités. Je pense que deux personnalités majeures sont sur la tribune. Je pense à Felipe, je pense au président Mario Juarez. Je pense qu'ils peuvent nous aider à faire avancer ce projet, qui est absolument stratégique pour l'avenir de la région et pour nous, Marocains. Et le corollaire de cette approche, c'est qu'avec nos frères d'Amérique latine, nous ayons une initiative, appelons-la transatlantique, du même niveau, parce qu'elle est nécessaire, elle se justifie pour un tas de raisons, et pas seulement énergétiques, y compris sur le plan, je dirais, de la gestion des méfaits, entre guillemets, de la globalisation, notamment sur le plan agricole. Sur le plan agricole, nous avons la capacité d'imaginer des modèles alternatifs de partenariat qui nous éloignent un petit peu du blocage actuel des négociations au sein de l'OMC. Voilà, j'étais un peu long, mais je pense que j'ai juste essayé d'équilibrer l'asymétrie du débat, puisque nous sommes deux Marocains à avoir fait le report d'intervenir.
Mais c'est avec plaisir et je vous remercie pour votre attention.